Bienvenue à toutes et à tous. Gaël, Antoine, Muriel et moi, nous sommes comédiens, comédiennes, improvisateurs, improvisatrices. Nous sommes aussi, pour certains, certaines, docteurs en neurosciences, ingénieurs. Nous sommes facilitateurs, facilitatrices, formateurs, formatrices. Nous avons de nombreuses casquettes et nous avons eu une demande spéciale qui est l'objet de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de parler de l'obsolescence des parcs informatiques. On nous a demandé de parler aussi de la circularité dans la tech, de faire un état des lieux des lois en fait, européennes sur ce sujet. Et Élise, qui est ici présente, et l'équipe d'Evernext nous a donné carte blanche pour le faire. Et ça, c'est fou. Donc, pour faire cet atelier, nous avons coécrit un format un peu spécial et nous vous convions à un procès. Et ce procès, c'est un serveur de la génération G9, que nous appellerons G9 qui est ici présent, qui va attaquer l'état d'esprit du toujours plus. Dans ce procès, mesdames et messieurs, j'interpréterai la juge. Antoine, ici présent, interprétera l'avocat de la défense, donc de l'état d'esprit du toujours plus. Gaëlle, ici présente, interprétera Chénefièvre, et elle interprétera également l'avocat de l'accusation. Et Muriel, elle interprétera tout le reste, parce qu'on n'avait pas assez de comédiens pour faire tous les témoins qu'on voulait vous montrer dans ce procès. Dans ce procès, vous verrez également des experts qui viendront parler de leur métier, puisque nous ne sommes pas des experts du contenu, et donc ces experts viendront à la barre. Toutes les personnes qui ne sont pas nous quatre ne sont pas comédiens. Soyez sympas avec eux. On les a déjà pas mal fait souffrir en répétant, en leur disant mais si tu vas voir ça va bien se passer. Donc soyez sympas avec eux. Et vous, vous allez être les membres du jury. Pendant ce procès, nous allons donc vous proposer de questionner les témoins. Vous allez avoir tout autour de vous, vous avez des flashcodes pour pouvoir poser des questions aux témoins qui vont monter à la barre. On va aussi vous demander de vous questionner vous-même. Et nous vous demanderons, à la fin de ce procès, de rendre votre verdict. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, c'est un petit oui, mais on va s'en contenter, hein, c'est 15 heures, c'est normal. Pour vous mettre un petit peu en jambes, ce qu'on vous propose, c'est de vous tester, parce que comme c'est quand même un procès sur un serveur informatique, on va tester vos connaissances sur les serveurs, et pour ça, Antoine, je te propose de faire passer un questionnaire à nos jurés. Merci Solène. Oui, il va donc être question de serveur. Aujourd'hui, oui, mais lequel? Alors pour ça, on va tester vos connaissances, on va se mettre un petit peu en jambes, pour savoir si vous pouvez faire la différence entre un serveur qu'on peut trouver dans un bar ou un restaurant ou un serveur qu'on peut trouver plutôt dans un parc informatique, ou parfois les deux. On va jouer avec le jeu suivant. Vous allez voir s'afficher sur l'écran derrière moi un certain nombre d'affirmations. Et il s'agira de dire à voix haute et le plus rapidement possible, vous, chers jurés, si cette affirmation concerne un serveur ou les deux. Vous êtes prêts? Première affirmation. Il consomme de l'énergie. Oui, bien joué. Allez-y, on peut parler encore plus fort, on peut rentrer dans le jeu. Deuxième affirmation, il travaille de nuit. Yes, bien vu. Affirmation numéro 3, il centralise les commandes. Encore une fois, il centralise les commandes? Eh oui, effectivement, que ce soit le serveur informatique ou le serveur à un bar, pina colada, café, espresso, tisane, on centralise les commandes. Affirmation numéro 4, il sait décapsuler une bouteille. Un serveur, évidemment, c'était une question piège. On passe à l'affirmation numéro 5, il surchauffe quand on le sollicite trop. Et oui, bien évidemment, les droits humains, ça joue aussi. Affirmation numéro 6, il sait gérer les additions. Et ouais, je suis encore un petit peu. Affirmation suivante, il clignote. Eh oui, là c'est un serveur, on ne peut pas se tromper. Affirmation, il est souvent muni d'une carte. Serveur, les deux. Je propose les deux, car on peut avoir la carte d'un menu d'un restaurant ou alors une carte graphique qu'on peut faire tourner. Affirmation suivante, il fonctionne mieux à basse température. Les deux, quand même. Vous n'allez pas faire bosser, on l'a vu ce matin, des serveurs à 50 degrés à Strasbourg, quand même. Et enfin, la dernière affirmation, il se recycle très bien.
les deux d'une certaine manière, puisqu'on va parler de circularité et puis nos corps biochimiquement parlant sont faits pour être recyclés. Ça va, ça vous met un petit peu dans l'ambiance ? Ce qu'on veut vous montrer avec ce petit tour de chauffe, c'est que vous, chers jurés, avez un rôle extrêmement actif dans le procès que nous allons vivre ensemble. Sentez-vous le droit, à tout moment, de réagir, d'interagir avec ce qui se passe, que ce soit, comme vous l'avez fait là maintenant, en criant « un serveur, les deux !» ou en rigolant, ou bien en passant, comme le disait Solène, par cet outil qui est Mentimeter. Vous voyez les flashcodes, et tout au long de ce moment que nous allons vivre ensemble, vous allez pouvoir l'alimenter, et ça va nous nourrir, nous, dans notre jeu. C'est bon pour vous ? Alors on continue. Pour commencer, donc, nous vous proposons de tester ce QR code, puisque nous allons vous demander, tout au long du procès, de poser des questions aux témoins. Et je vous le partage, le premier témoin qui va être appelé à la barre, c'est l'accusé, c'est l'état d'esprit du toujours plus. Donc allez-y, pour une fois, vous avez la chance de lui poser vos questions. Il faut savoir une chose, c'est que vos questions vont être affichées derrière nous et que ce sont les avocats qui décideront si oui ou non ils répondent à vos questions. Ils prennent vos questions pour les poser. Donc ce sera laissé libre à eux de savoir en fonction du temps que nous avons et puis de la pertinence de vos questions, si nous les prenons ou pas. Donc je laisse Gaëlle commenter les premières questions qui arrivent. Alors la première question est, là, voilà, je n'ai pas de question pour l'accusé, très bien, c'est bien de le manifester aussi. Néanmoins, lâchez-vous, vous pouvez aussi tester si votre téléphone fonctionne. Hein. Mais pourquoi toujours plus ? Très bonne question, je ne sais pas qui l'a posée, mais effectivement, pourquoi ? Peut-être l'accusé y répondra-t-il ou tel ? Y a-t-il d'autres questions qui vous brûlent les lèvres ? En tout cas, on voit que l'appli fonctionne. Quelle est la durée de vie de l'état d'esprit du toujours plus ? Pourquoi changer si un serveur marche bien ? Ou comment réguler le trafic énergivore de TikTok ? Voilà, 9 c'est mieux. On voit déjà que des débats naissent dans la salle et que nous avons bien raison d'être là. Est-il américain, cet état d'esprit du toujours plus ? More and more, je ne sais pas, on va voir. Est-ce que votre téléphone fonctionne ? Je peux vous dire que oui, mais jusqu'où ? Et moi-même, comment me restreindre ? On rentre déjà presque dans la philosophie, n'est-ce pas, chers confrères ? Magnifique. Oui, je dois dire que par vos questions, vous touchez déjà à plusieurs points sensibles et que nous allons creuser durant ce procès. Gardez-les pour vous. Vous aurez des éléments de réponse au fur et à mesure de ce que nous allons vivre. Maître, il est temps, je crois, de lancer ce procès inédit qui n'arrivera qu'une fois du serveur Geneviève contre l'état du toujours plus. Mesdames et messieurs, la Cour. Levez-vous. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bien, je déclare ce procès inédit Geneviève qui attaque l'état d'esprit du toujours plus ouvert. Eh bien, maître, où est votre client ? Oh oui, pardon, elle doit toujours être... Hey, bonjour, ça va bien ? Super beau de montre pour de la même l'écharpe, formidable, c'est très beau. On peut prendre une petite photo ensemble ? Abonnez-vous, j'ai pas assez de likes sur ma page. Bonjour. État d'esprit du toujours plus, Enchantée. ne vous dispersez pas. Oui, pardon. Le procès a commencé, s'il vous Ah là plaît. là, votre chemise, formidable. Oh, j'adore votre petit truc sur les cheveux là. Moi aussi, il faudrait que je retourne chez le coiffeur. Je suis pas allée depuis 2 mois. Installez-vous, s'il vous plaît. Ici ? Oui, merci. Non, veuillez venir à la barre. Bien. Mesdames et messieurs les jurys, je vous demande la plus grande attention car je vais lire les chefs d'accusation pour l'état d'esprit du toujours plus. État d'esprit du toujours plus, vous êtes accusé des faits suivants. Vous êtes accusé de la mise en rebut anticipée de serveurs en bonne santé comme notre plaignante. Vous êtes accusé de favoriser le reconditionnement take, make, waste. Je prends. Je produis, je jette. Et vous encouragez notamment via des campagnes marketing le rachat de matériel neuf tous les 3 à 5 ans. Vous êtes accusés d'oublier par là même la matérialité du numérique. La Cour vous rappelle, mesdames et messieurs les jurés, que derrière le cloud, le nuage, il y a du hardware, des circuits durs. Il y a du tangible, un circuit d'équipement et des infrastructures. Et enfin, état d'esprit du toujours plus, vous êtes accusé de négliger les impacts de fabrication, d'usage et de fin de vie des équipements. Vous les négligez et vous négligez leurs impacts sur l'environnement. Je citerai pêle-mêle les émissions de gaz à effet de serre et leur impact sur le changement climatique, les terres détruites pour les matières extraites, les métaux rares, les minerais qui s'épuisent,
L'eau souillée par les usines de traitement et de fabrication, les surfaces naturelles préemptées, la biodiversité impactée, la biodiversité détruite. État d'esprit du toujours plus, en un mot, vous êtes accusé de tuer la vie sur Terre. Déclinez votre identité. Oui, alors je suis l'état d'esprit du toujours plus, EETP pour les intimes. Je suis née au XVIIIe siècle dans la ville de Tonneau-Percé. Mes créateurs se sont rendus compte que les gens avaient déjà tout ce qu'il faut pour répondre à leurs besoins. Du coup, ils m'ont donné vie pour faire naître en chacun et chacune d'entre vous un désir inassouvi et irrépressible d'acheter de nouveaux produits. Voilà, donc moi je pense que l'acquisition et la consommation sont les seuls moyens d'atteindre le bonheur. Vraiment, je cultive la nouveauté. Moi, je prône l'innovation et l'obsolescence programmée. Enfin, pour faire court, moi, je démocratise le désir. Et l'éthique dans tout ça? Les quoi? Eh bien voilà, non mais le problème se situe ici. État d'esprit du toujours plus, savez-vous ce que sont les limites planétaires? L'éthique? Les limites planétaires. C'est pas un truc qui pique et qui donne des maladies? J'ai l'impression que EETP a bugué. Je vais changer de question, ça va peut-être mieux fonctionner. Avez-vous une idée du nombre de serveurs qui sont en activité à l'heure actuelle dans le monde? Non plus, d'accord. Ou la part des émissions de gaz à effet de serre, j'en perds mes mots, la part du numérique là-dedans? Non. Non, d'accord, très bien. Ben voilà, c'est bien là le problème. Je vais vous en donner, moi, quelques-uns de ces chiffres, parce que c'est bien l'état des lieux dont nous avons besoin. À l'heure actuelle, en 2023, en tout cas, il y avait 65 millions de serveurs en activité dans le monde. On compte aussi qu'il y a à peu près 12 à 13 millions de nouveaux serveurs chaque année. Ça vous donne quand même une idée de la taille du problème. Le numérique représente, lui, 4% des émissions en gaz à effet de serre au niveau mondial, ce qui équivaudrait à peu près à l'aviation civile. Ce 4%, ça va devenir 7% si nous ne faisons rien d'ici à 2030. Pour donner une idée aussi, ce dont moi je n'avais pas le moindre indice avant, un serveur, un data center de taille moyenne consomme à peu près l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants en énergie. Et puis, ce qui va encore plus loin, et ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est que 89% des entreprises recyclent moins de 10% de leurs infrastructures et de leur matériel informatique. Il est là, l'état des lieux, mesdames et messieurs les jurés, madame la présidente. Oui, enfin écoutez, maître, ça va, mon client n'est pas le seul responsable, c'est la société qui veut ça. Je vois clair dans votre petit jeu, vous essayez d'en faire un bouc émissaire, alors que nous sommes tous responsables. Clair? Bien. Très bien, maître. J'ai une dernière question pour votre client. Dites-moi. Est-ce que vous pouvez me dessiner un cercle? Oui? Un cercle. Un cercle? Une forme circulaire, comme un cercle vertueux. Ouais. Oui. Non, d'accord. Vous voulez pas faire un effort? Oui, faites un effort, s'il vous plaît. C'est du sérieux, là, quand même. Toujours pas? On essaye? Allez-y, concentrez-vous. Eh bien non, mais vous voilà. Je pourrais arrêter ce procès ici. Maintenant, vous voyez bien que l'accusé n'a pas la moindre conception de ce qu'est l'économie circulaire versus l'économie linéaire. Or, c'est bien tout le cœur du problème. Très bien. Effectivement, nous approchons du cœur du problème. Vous pouvez retourner vous asseoir et je vais appeler le premier témoin à la barre, mesdames et messieurs les jurés. Il s'agit d'un état des lieux qui va nous être fait sur la loi européenne. J'appelle monsieur Sergio Fernandez. Oui, on peut. Bien, monsieur Sergio Fernandez, vous êtes conseiller spécial pour Free ICT Europe, c'est bien ça? C'est correct. Très bien. Votre métier consiste à être l'intermédiaire principal entre les instances européennes et les structures que vous représentez pour défendre leurs intérêts, c'est bien ça? C'est exact. Très bien. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire un état des lieux sur la loi européenne quant au sujet qui nous concerne? Oui, alors sur ce sujet-là, le cadre actuel, c'est une directive de 2009 qui s'appelle la directive Ecodesign et qui se focalise exclusivement sur l'efficacité énergétique. En gros, pour faire simple, chaque nouveau serveur, dans le temps, qui va être mis sur le marché doit consommer moins d'énergie. Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2009, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts et que depuis, on parle de plus en plus d'économie circulaire
Et dans ce cadre-là, il y a eu un règlement de 2019 qui s'applique spécifiquement donc aux serveurs et aux data centers et qui prévoit des obligations supplémentaires pour ces produits, à savoir un design qui doit permettre en fait de réparer, de recycler et de démonter le produit, et également une fonction d'effacement, de sécuriser des données, data erasure en anglais, afin de pouvoir effacer et pouvoir revendre et réutiliser. Si je peux me permettre une métaphore avec ce petit objet que tout le monde connaît, en gros, on doit pouvoir le démonter et effacer les données afin de pouvoir le recycler, le réutiliser ou le revendre. Merci, monsieur Fernandez. Si je résume votre propos, dans ce que vous dites, il est donc bien légal de changer mon parc informatique si je veux le faire. Je veux dire, si j'en suis propriétaire, je peux bien décider de ce que j'en fais. Et ce serveur, si je le souhaite, je les jette. Alors, c'est contre l'air du temps, mais sur le principe... Oui, écoutez, l'air du temps, restons à ce que dit la loi. Merci. Plus de questions, votre honneur. Je ne suis pas étonnée par l'amour du raccourci de mon confrère. Néanmoins, Monsieur Fernandez, vous nous avez donné un état des lieux de ce qui est. Nous, ce que nous aimerions savoir, c'est qu'est-ce qui s'en vient, à quoi il est bon de se préparer en termes légaux sur ces questions. Alors, comme je le mentionnais, le cadre actuel, il est de 2009, donc il est un petit peu désuet. Il y a un cadre qui est en cours de finalisation à l'heure actuelle et qui prévoit une approche qui va être beaucoup plus contraignante pour les fabricants, avec de nouveaux indicateurs qui vont être ajoutés. Ça va être notamment des questions de durabilité, des questions d'empreinte carbone, et en parallèle sur notre secteur spécifique en parlant des serveurs. Alors aussi, je précise quand même que plus de contraintes sur les fabricants, ça va se répercuter sur le prix que vous allez payer vous, chacun de votre côté, évidemment. Sur les serveurs, FreeICT, on est en train de travailler à la définition des nouveaux standards qui vont s'appliquer à ce secteur-là. Et parmi les pistes qui sont développées, il y a à la fois l'inclusion, afin de graver dans le marbre, d'une repair clause, donc d'autoriser aussi à tous les acteurs de pouvoir réparer, maintenir, recycler un serveur. Il va y avoir la mise à disposition de toutes les pièces détachées également pour justement pouvoir les réparer, recycler, maintenir. Une dissociation du firmware et des mises à jour de sécurité. Donc en gros, on va avoir le firmware qui va être disponible également. Et enfin, le dernier point, c'est le fait qu'on va essayer de dissocier ce qui s'appelle le part pairing, à savoir qu'il y a des pièces qui ne fonctionnent que si elles sont connectées entre elles. Donc ça, c'est les 4 grands axes qu'on a à l'heure actuelle sur la table. Donc si je peux me permettre, je reprends ma petite métaphore avec ce magnifique objet qu'est l'iPhone. Donc on va pouvoir avoir accès au firmware, aux pièces détachées, afin de pouvoir le réparer et le faire durer plus longtemps. D'accord, donc si j'entends bien, un durcissement, plus de contraintes, uniquement pour les fabricants, par contre, à l'heure actuelle, ce ne sont que les fabricants qui sont concernés. C'est correct, ça ne s'applique qu'aux fabricants. Et donc ça pourrait enclencher une hausse. Ça va forcément, comme toute nouvelle législation, il y a toujours une répercussion du coût qui est top-down. Donc les obligations qui pèsent sur les fabricants se retrouvent sur ses clients et in fine à la fin sur les consommateurs. D'accord. Moi j'ai entendu parler de lois en France qui allaient plus loin que le cadre européen. C'est vrai ? Alors oui, c'est correct. Alors malheureusement, c'est pas mon domaine d'expertise, mais oui, en effet, la France est déjà allée plus loin sur ce sujet. Alors effectivement, mon petit doigt me dit, donc je le partage, qu'il y a eu 2 lois, je crois, la loi AGEC et la loi Rennes. La loi AGEC qui inviterait, en tout cas, tout ce qui est service public, à inclure 20% de reconditionnés dans les appels d'offres. Voilà. Or, on sait que ce qui arrive dans le public peut venir se répercuter sur le privé. Pour une fois que la France est en avance sur quelque chose, autant le noter. Bien, avez-vous encore des questions, maître ? Moi, Si, j'ai une dernière question, Monsieur Fernandez. Maintenant, si vous enlevez votre casquette d'expert, et si vous nous dites, vous, en tant qu'être humain, le fond de votre pensée... Objection, votre honneur. On est là pour parler d'experts, non pas d'être humain. Enfin, excusez-moi, c'est pas la place publique, c'est pas du pathos. Maître, c'est bien l'être humain qui est au cœur de la problématique. Si on n'invite pas à s'exprimer, qu'est-ce qu'on fait ici ? Eh bien, c'est à la présidente d'en décider. Oui, eh bien, écoutez, je laisse maître Grenier continuer à poser ses questions. Un petit peu de retenue, maître, s'il vous plaît. Vos convictions profondes, Monsieur Fernandez. Alors moi, je dirais qu'il y a 2 axes. Il y a un, et ça a été mentionné ce matin, notamment à travers le concept du triangle de l'inaction. Il y a une lenteur du monde politique sur ces sujets. Voilà, le cadre actuel, c'est un cadre de 2009. On est en 2024.
aujourd'hui. Et donc, je vous encourage réellement à être acteur du changement et à ne pas attendre que la législation vous contraigne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je vous engage aussi à vous engager d'une certaine manière politiquement, à soutenir des actions, des organisations telles que Free ICT Europe, parce que ce sont les rares organisations en fait, qui s'opposent à la narrative mise en place par les constructeurs du toujours plus, ou en tout cas de ce besoin constant d'innovation, de ce besoin constant de changer le parc de serveurs. Et je pense qu'on est même sur de l'activisme au niveau Objection, votre honneur. Non, excusez-moi, là. Depuis quand l'activisme s'invite là-dedans, hein? Pas de politique dans un tribunal. Enfin, messieurs les jurés, vous êtes d'accord? Non, on n'harangue pas les jurés comme ça, s'il vous plaît. Ils ont un devoir de réserve. Hein? Oui, je vais vous demander de vous calmer tout de suite et de baisser d'un ton, sinon je dissous l'Assemblée. Enfin, je suspends l'Assemblée. Bon, je suspends l'audience. Bien. Monsieur Fernandez, j'aimerais vous poser, si vous le souhaitez, quelques questions, puisque les membres du jury en avaient quelques-unes à vous soumettre. Je voudrais tout d'abord, nous avons parlé donc des firmware. Est-ce que ces firmware seront gratuits à l'avenir? Est-ce que tous les firmware seront gratuits? Alors oui, ils seront gratuits. Alors pour l'instant, on n'a pas encore les modalités concrètes de quelle manière... de quelle façon ça se fera, mais oui, il y aura une forme de gratuité à condition de s'inscrire. Alors cette gratuité, ce sera peut-être aussi un petit paiement annuel aux constructeurs, mais dans les faits, ce sera une gratuité ou une quasi-gratuité. Une autre question, monsieur Fernandez, qui nous venait aussi de la part de nos jurés. Cette loi va-t-elle s'appliquer à tous les types de serveurs? C'est-à-dire? Je demanderai aux jurés via Mentimeter de préciser leurs questions. Ou de le faire à haute voix, si la personne s'est reconnue dans la salle. Les serveurs x86. Ouf, ça c'est malheureusement moi j'ai pas l'expertise technique sur cette qualité-là. En tout cas, tout ce que je peux vous dire pour essayer de répondre à votre question, c'est qu'en fait tous les serveurs qui sont mis sur le marché à l'heure actuelle en fait doivent respecter les normes éco-design donc de 2009. Avec une progression dans le temps où on voit une baisse de la consommation d'énergie. Et donc, à partir de 2025-2026, quand le nouveau cadre va rentrer en compte, en plus, il y aura des nouvelles obligations à respecter, donc des critères en matière d'empreinte carbone, en matière de durabilité, et surtout, vraiment la capacité de rendre le serveur beaucoup plus durable en autorisant, en gravant dans le marbre le fait qu'il puisse être réparé, démonté, recyclé. Et ça, je pense que c'est important. Je poserai une dernière question. Les serveurs d'une entreprise européenne hors UE sont-ils concernés? D'une entreprise européenne hors UE. Alors, évidemment, on parle de législation européenne. La législation européenne, elle ne s'applique que sur le sol européen. Donc, les performances énergétiques d'un serveur en Europe, c'est quelque chose. Les performances énergétiques d'un serveur autre part sur le globe, c'en est une autre. Après, si vous faites un serveur, vous faites le même pour le monde entier. Et non. Vous avez envie de réagir, monsieur? Peut-être nous avons un membre du jury qui souhaite s'exprimer. La parole est à vous, monsieur. Vous êtes monsieur? Alors, je travaille pour les nouveaux fabricants. Ah, et oui, il en faut. L'alimentation peut être différente d'un pays à l'autre. Et en Europe, on est obligé de se mettre à l'Union européenne. Vous aviez une question dont vous connaissiez la réponse, monsieur, c'est cela? Merci de nous l'avoir fait partager. C'est très aimable à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à monsieur, peut-être, si... Bien, monsieur Fernandez, c'est tout pour le moment. Je vous invite à rejoindre votre place et nous allons maintenant entendre, si vous le voulez bien, Madame Landa. C'est Madame la DSI donc de Madame Geneviève ici présente. Nous allons taire le nom de sa société qu'elle a souhaité garder anonyme. Madame...
Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les raisons qui vous poussent à vous débarrasser de la plaignante? Non mais oui, parce que moi j'aimerais vraiment savoir pourquoi. Parce qu'en fait, ça fait 3 ans que je travaille matin, midi, soir et nuit pour elle. 3 ans, j'ai fait 5 restructurations, une délocalisation dans un pays dont je parlais même pas la langue au départ. Moi, je t'ai tout donné et là, voilà, tu veux me jeter comme une vieille éponge pour un serveur plus jeune. Je suis désespérée. Et c'est moi qui dois me retenir. Oui. Vous souhaitez répondre donc à la question pourquoi vous vous séparez de la plaignante? Bien, écoutez, moi, je ne connais pas très bien l'état d'esprit du toujours plus, même si je dois avouer que sa voix ne m'est pas complètement inconnue. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendue quelque part. Non, moi, ce que je tenais à dire, c'est que mes décisions sont prises sur quatre piliers. Sécurité, performance, simplicité et tradition. Voilà. La sécurité avant tout. Je veux dire, dans mon entreprise, je m'engage à ce qu'il n'y ait aucun risque sur le matériel et les données. Pour assurer la sécurité, j'achète du neuf. Deuxièmement, la performance. Écoutez, c'est bien connu que les jeunes sont plus performants que les vieux. Donc, j'achète du neuf. Troisièmement, la simplicité. Écoutez, qui parmi vous a du temps? Personne n'a du temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps, je fais au plus simple. C'est bien plus simple, de jeter, de racheter. Je fais au plus simple. Et enfin, quatrièmement, tradition, c'est ainsi que nous procédons de génération de DSI en génération de DSI. Il y a un savoir-faire vraiment dans le secteur et je tiens à préserver ce savoir-faire. Je ne vois pas comment nous pourrions faire autrement. S'il y a une autre manière de faire, je ne suis pas au courant. Eh bien, moi non plus. Non, mais vraiment, merci Madame Lambda. Voilà, vous voyez qu'on accuse mon client de tous les maux, mais clairement, il n'est pas le seul en cause. Performance, sécurité, simplicité, tradition. Où sont-ils aujourd'hui? Je vous demande. Maître, c'est ça votre stratégie de défense? C'est pas moi, c'est les autres. On touche le fond, là, quand même. Eh bien, je vous prends au mot, parce que là, le fond qu'on est en train de toucher, c'est celui de la piscine que crée votre cliente avec son torrent de larmes. Je ne vous permets pas d'insulter ma cliente qui prend des risques inconsidérés. Un petit peu de calme, s'il vous plaît, maître. Retenez-vous. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut faire venir un expert qui va nous expliquer qu'il y a justement d'autres alternatives? Ah oui, très bien. Eh bien, j'attends de voir. Merci. Eh bien, nous allons maintenant passer au témoin suivant, l'expert que vous pouvez aller vous asseoir, Madame Lambda. J'appelle à la barre Justin Dubois. Bravo. Vous avez des fans avec sa dans famille. La salle. Voilà. Je rappelle que la loi interdit qu'il y ait un fan club dans les jurés. Eh oui. Vous êtes bien Monsieur Justin Dubois, vice-président stratégie et développement chez Evernex. Oui, c'est cela, oui. Tout à fait. Veuillez rappeler la raison d'être d'une entreprise telle que la vôtre. Evernex est un acteur de l'IT durable. Notre métier, c'est de recycler, revendre et maintenir des parcs informatiques un peu partout dans le monde, dans le but de permettre à nos clients de continuer de garder leurs machines plus longtemps. Très bien, Monsieur Dubois, diriez-vous que ma cliente, Geneviève, ici présente, est bonne pour la casse? Objection. Oui, objection retenue, un petit peu de tenue, maître, s'il vous plaît. Alors, reformulons, n'est-ce pas, Monsieur Dubois, selon votre expertise, ma cliente Geneviève, ici présente, a-t-elle encore une utilité? Bien sûr. Des serveurs de sa génération, nous en maintenons actuellement plus d'une dizaine de milliers dans le monde. Une dizaine de milliers? C'est intéressant ça. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous en faites? Nous les supportons pour que les machines puissent continuer à avoir une utilité d'année après année. 3 principaux avantages: technologique, économique et environnemental. L'avantage technologique, on se rend compte de plus en plus qu'on n'a pas forcément besoin de plus pour fonctionner. Vous prenez actuellement les plus grands fournisseurs de cloud, Amazon ou Google, voire même Microsoft Azure, viennent tous annoncer qu'ils avaient passé la durée de vie de leur machine de 3 à 5 ans. D'un point de vue technologique, on peut encore continuer avec les machines actuelles à faire exactement la même chose et à subvenir aux besoins de nos clients. D'un point de vue écologique, durant la vie d'un serveur, 60 à 80% de l'émission de l'empreinte carbone est à sa production. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle machine, c'est la planète que nous utilisons. D'ailleurs, chez Evernex, nous fournissons à nos clients un certificat de l'empreinte carbone évitée ainsi que du minerai non extrait. Evernex, c'est ce qu'on appelle un TPM, Third Party Maintenance Company. C'est un des TPM dans le monde. Seulement chez Evernex,
nous avons, l'année dernière, maintenu 800 000 machines. C'est-à-dire que c'est 800 000 machines qui ont permis, enfin nous avons permis à 800 000 machines d'être 1 an en plus en activité, dont plus de 50% en serveur. Ces 800 000 machines nous ont permis d'économiser plus de 240 000 tonnes de CO2 non émis et plus d'1 million de minerais non prélevés. Voilà, pour ceux qui voudraient de la métaphore, pourrait correspondre à 136 000 allers-retours Paris-New York, 47 800 arbres plantés, 5 500 000 smartphones non créés ou 82 125 ans de chauffage au gaz. Merci, maître. Toujours plus, toujours plus. Bah, toujours moins, en l'occurrence. Hein. Quel fin mot. Ouais, oui. Monsieur Dubois, si je crois vous entendre, moi, propriétaire de parc informatique, si j'ai envie de me débarrasser de ces serveurs, je peux quand même le faire, non? Je veux dire, si j'ai de l'argent à dépenser, cela reste mon droit, je peux quand même bien m'en débarrasser, qu'en pensez-vous? Oui, alors tout à fait. Alors, au lieu de le jeter, d'ailleurs je rappelle qu'il est interdit de jeter du matériel informatique, au lieu de le jeter, vous pourriez le revendre pour que ces pièces puissent être utilisées pour donner une deuxième vie à d'autres machines. Oui, certes, la revente, mais moi je suis plutôt sur l'achat, je suis sur l'achat du neuf. Acheter du neuf pour être à la pointe de la technologie, cet argument, vous pouvez l'entendre quand même. Oh, bien sûr, on peut l'entendre, mais pas tout le temps. Par exemple, aujourd'hui, les plus grands utilisateurs d'informatique, les telcos, se réunissent ensemble pour décider d'une utilisation beaucoup plus intelligente de leur parc informatique. Des grands noms, type Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, réfléchissent à mettre dans leur RFP la possibilité de maintenir encore et encore les machines actuelles. Et pourtant, ils délivrent à leurs clients exactement le service demandé. Je me permets de prendre une question des jurés, parce que là, on emploie des termes techniques, hein, justement, mais alors, quid des serveurs EOL comme G9, comme Geneviève, plus de support constructeur, plus rien? Est-ce que G9 est mort? Vive G9? Est-ce qu'il a ressuscité? Merci pour cette métaphore. C'est très poétique, merci beaucoup. J'étais à deux doigts de le chanter. Oui, c'est vrai. IOL est considéré comme end of life, c'est-à-dire que c'est le moment où on dit que la machine n'a plus de support de la part du fournisseur en termes d'évolution technologique. Le constructeur peut toujours le maintenir, mais il n'y aura plus d'évolution. On l'a dit tout à l'heure, des serveurs Gen 9, aujourd'hui, nous en supportons plus d'une dizaine de milliers. Et pas que des Gen 9, des Gen 8, des Gen 7, des Gen 6 et plus vieux. Donc non, le Geneviève n'est pas mort, elle est toujours à son utilité, et même si jamais elle ne pourra plus servir à un client A, elle pourra toujours servir au client B. Et alors on vous demande aussi, est-ce que vous supportez les machines de tous les constructeurs partout dans le monde? Les entreprises comme Evernex, oui, habituellement, c'est la plupart des constructeurs du type serveur HP, Dell, Lenovo, on en parlait tout à l'heure, IBM ou autres, les baies de stockage, le matériel réseau, tout ce que vous pourrez trouver dans un data center, nous le maintenons actuellement dans plus de 140 pays. Et comment, et je reprends une question des jurés, comment faire quand on a toujours besoin de plus de performance et de puissance, monsieur Dubois? Il faut quand même des serveurs de dernière génération, et on parle de la G9, je vois là s'afficher la G16 aujourd'hui. Alors, deux constructeurs différents, mais pour la plus de technologie, vous n'êtes pas forcément obligé de racheter une nouvelle machine. Vous pouvez par exemple acheter des nouvelles barrettes, vous pouvez acheter des nouveaux disques durs, et vous pouvez donc upgrader votre équipement actuel. Donc si je comprends bien, notre témoin ici présent voudrait nous faire croire qu'acheter du neuf, c'est mal. Enfin, messieurs, mesdames les jurés, qui parmi vous ici n'a jamais acheté rien de neuf? Non mais, objection. Attendez, laissez-les réagir. Maître, qui donc? Parce que moi, je prends des notes. Qui n'a jamais rien acheté de neuf? On a personne. Voilà. Voilà. Oui, et oui. C'est de la démagogie pure que mon collègue est en train de faire là, j'objecte. Voilà. On ne dit pas qu'il ne faut pas acheter de neuf, monsieur Dubois. Alors non, j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas acheter de matériel neuf. Ce que je dis, c'est qu'en amont, avant d'acheter du matériel neuf, il est important de se questionner sur les usages. Et on peut complètement acheter du matériel neuf si jamais vous en avez besoin pour certaines choses, mais on peut aussi acheter du matériel reconditionné pour d'autres choses. C'est ce qui nous permet de consommer mieux et moins. Ça s'appelle le mix technologique. Voilà, et d'ailleurs sur le mix technologique, nous avons, puisque je suis la seule à présenter des témoins, comme par hasard, un témoin merveilleux qui viendra nous en parler un peu plus tard. Oui, voilà. Certes, merci maître, vous avez fait un travail formidable. Enfin, soyons quand même réalistes avec ce qui se dit. On n'est pas entre amiches, hein? Bon, merci. On va se faire un petit sondage. Je vous propose, si vous pourrez répondre oui à ma question, de vous lever. Qui parmi vous a déjà acheté du seconde main? Levez-vous. Levez-vous, allez-y. Oui, ok, voilà. pas mal. Voilà, bravo. Oui, bon, on est cœur à sur vous, Climate, comme diraient les jeunes.
Restez debout, s'il vous plaît. Qui parmi vous a déjà acheté du seconde main technologique? Si c'est votre cas, vous pouvez rester debout, sinon merci de vous rasseoir. Ouais, un début d'effet chasse qui colle. Enfin, question numéro 3. Attention, qui parmi vous a déjà acheté du seconde main technologique à usage professionnel? Ah, oula, oh, ah, ça souffle. Eh bien, Et j'imagine qu'on est à Tech for Climate, hein, entre initiés. Ailleurs, ce serait encore différent. Je pense que le point est fait. On peut laisser mon client, où qu'il soit, tranquille. La preuve en est faite. Tout le monde achète du neuf. Point barre. Oui, voilà, moi je me suis pas levée parce que comme je vous disais, c'est plus sécurisé, simple, performant d'acheter du neuf. Oui, Madame Lambda, vous êtes déjà passée à la barre, s'il vous plaît. Je vous remercie de vous asseoir Merci, et Madame Lambda. d'attendre et de laisser les autres témoins parler. D'ailleurs, je vais appeler le prochain témoin. J'appelle Cédric Fourgousse à la barre, s'il vous plaît. il y a aussi de la famille dans la salle, mais moins nombreuse que Monsieur Dubois. Ouais, papa, maman, calmez-vous. Un petit peu de tenue, s'il vous plaît. Nous sommes à un procès, je vous le rappelle. Cédric Fourgousse, vous êtes patron des opérations chez Evernext. Vous êtes donc le responsable des supports techniques, c'est bien ça? C'est exactement ça. Très bien. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer et expliquer aux jurés ici présents et présentes en quoi consiste le métier des personnes que vous supervisez? Aujourd'hui, l'une de nos activités principales, c'est de réceptionner du matériel, le démonter, le tester, le réparer et de le reconditionner, avec un objectif qui est assez simple, c'est de s'assurer qu'on va prolonger le cycle de vie des matériels informatiques. Et notre objectif, c'est à travers l'ensemble de nos activités, à la fois la vente de pièces détachées, la vente de machines complètes, mais également la vente de contrats de maintenance, c'est de s'assurer qu'on va limiter au maximum la génération de déchets. Et aujourd'hui, on a la fierté de pouvoir recycler et réutiliser 95% du matériel qu'on récupère et qu'on recycle. Très bien. Monsieur Fourgousse, si vous aviez un message à faire passer là, du cœur à l'Assemblée qui est ici présente, quelque chose qui vous brûle les lèvres, ce serait quoi? C'est assez simple aussi, c'est ne détruisez plus vos assets, Evernext peut les valoriser. C'est poignant, en effet. Moi, ça me crée quand même une grande émotion. Hein. Mais ça veut dire que ce serait un énorme gâchis de savoir que ma cliente Geneviève peut être jetée à la poubelle. Complètement, parce qu'en plus je vois que c'est un serveur qui est plutôt en forme au final. Oui, tout à fait. Effectivement, je suis à 2 doigts de... Mais oui, j'ai encore tellement de choses à donner. Voilà. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous procédez en fait? Parce qu'il y a des gens qui posent des questions. Ce qui serait intéressant, c'est qu'elle vienne nous rendre visite en fait. Si elle nous rendait visite, on pourrait le diagnostiquer, l'accompagner et lui proposer. Moi, je suis un serveur G9 aussi. Et oui, on va plutôt prendre celle-là parce que l'autre, elle fait l'avocat, elle peut pas être partout, donc prenons celle-ci. La première chose, si elle venait nous rendre visite dans nos locaux, c'est qu'on l'installera évidemment confortablement pour commencer les tests. Ce qui veut dire la mettre sous tension, s'assurer de démarrer les tests de mise sous tension. Une fois qu'on aura fait l'ensemble des tests de mise sous tension, on va commencer à la faire monter un petit peu en température, en lui faisant faire des stress tests, s'assurer évidemment que les composants qui sont présents dans l'équipement vont supporter une charge. Et puis l'intérêt derrière tout ça, évidemment, c'est de s'assurer que le matériel peut être remis à disposition de nos clients dans des conditions d'usage vraiment maximum. Ah là, je suis défaillante. Alors effectivement, je crois que c'est pas le cas, effectivement, là on a un problème. C'est ce que je constate également. Oui. Et donc l'intérêt évidemment d'Evernext, c'est qu'on va aussi pouvoir l'accompagner et lui proposer des upgrades. C'est vraiment comme un sportif. On va pouvoir à la fois lui proposer des disques durs plus performants, de plus haute capacité. On va peut-être changer de technologie, on va passer de disques durs mécaniques à des disques durs type flash. C'est vraiment l'équivalent d'une bonne cure de santé. On va lui faire des séances de workout supplémentaires pour s'assurer qu'elle soit plus en forme, donc plus performante. C'est comme changer le processeur. On parlait tout à l'heure de serveurs sur les mêmes générations. Vous allez avoir plusieurs générations de processeurs, plus de corps, des fréquences d'horloge évidemment qui vont être bien supérieures. On va avoir des cures de vitamines spécifiques, un petit peu de BCA. Et donc, on va évidemment pouvoir le proposer avec des barrettes mémoire de plus haute capacité pour arriver à passer d'un athlète de promenade à quelqu'un qui va pouvoir faire un marathon, voire pouvoir même le gagner. Ah ouais, j'ai toujours rêvé d'être une marathonienne. Impressionnant.
Parmi les tests, je me propose de faire un petit écart, maître, si vous me permettez, puisqu'un des jurés propose cette question. Est-ce que dans vos tests, vous testez le software pour éviter la propagation de virus? Alors en fait, tout ce qui est lié au stockage, on va procéder à des effacements de données. Aujourd'hui, on a des bancs de tests qui sont vraiment spécifiques, qui permettent de proposer même de l'effacement de données avec des certificats ADISA, donc qui sont reconnus dans l'Union européenne. Donc il n'y a pas cette notion-là, nous on reste vraiment fixé sur le matériel, tout ce qui est donné sera effacé avec des certificats d'effacement. Très bien. Vous voulez continuer votre interrogatoire, maître? Oui, je voyais une autre question qui est intéressante là aussi. Justement, vous parliez un peu plus tôt il reste 5% en fait, qu'on ne peut pas... voilà, du 5% restant non recyclable. Est-ce que vous avez une vision complète et transparente là-dessus? Qu'est-ce qui arrive à ces 5%? Aujourd'hui, c'est à la charge de notre partenaire. En fait, quand il y a des équipements qui ne sont vraiment qui ne sont pas réutilisables, on a un partenaire qui s'appelle Paprec et qui va vraiment être en charge de cette partie-là. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais je pense que d'autres experts dans la salle de chez Evernex pourront répondre à cette question. Est-ce que nous avons un autre expert qui pourrait répondre à cette question? Oui, Élise. Madame au premier rang. Alors, allez-y, nous vous écoutons. Excuse-moi, qui est spécialisée dans les D3E, les déchets électriques et qui les broie et qui les fait redevenir en matière première secondaire. C'est la l'oxy, et on travaille que depuis 20 ans. C'est aussi en plus un atelier protégé, 70% de personnes en On a une excellente relation, ils font un travail extraordinaire et tout est français. Merci. Formidable. Merci. Merci Élise. Maître, je vous laisse poursuivre. Nous aborderons la dernière question peut-être ultérieurement. Oui, monsieur. Donc en gros, ce que vous nous dites aussi, c'est que vous garantissez la sécurité et la robustesse de vos solutions de seconde main. Parce que ça inquiétait beaucoup Madame Lambda. Hein. Comme je vous le disais, en fait, on fait des tests, mais associé à ces tests, on fournit des certificats de test et associé à ça, pour que ce soit des équipements complets ou des pièces détachées, nous garantissons 12 mois tout ce que nous revendons. Donc il n'y a vraiment pas de difficulté sur cette partie-là. Pas de difficulté, il y en a une, moi, que j'ai néanmoins, Monsieur Fourgousse. C'est la suivante. À vous entendre parler, j'ai l'impression que vous essayez de nous embobiner un peu. Parce que peu ou prou, vous êtes comme mon client, qui est encore ailleurs. Vous cherchez en fait à vendre toujours plus. Vous vous donnez bonne conscience en appelant ça du seconde main, mais in fine, c'est la même chose. Encore une fois, c'est totalement différent. D'un côté, vous avez de la vente de matériel neuf. Nous, on est là pour s'assurer que le matériel qui est déjà en circulation puisse durer plus longtemps. Donc, c'est complètement différent. Nous, on va proposer, notamment pour ce type de service-là, des contrats de maintenance. C'est-à-dire qu'on va prendre la responsabilité de l'intégrité matérielle des équipements de nos clients pour s'assurer qu'il n'ait plus ce souci-là. Aujourd'hui, on va proposer des contrats de maintenance qui permettent pour le client d'avoir un service jusqu'à 4 heures sur des interventions, des engagements de réparation. Et encore une fois, dans cet objectif de prolonger le cycle de vie, on parle aussi des pièces. Aujourd'hui, quand on a des contrats de maintenance, on associe des pièces qu'on positionne à proximité des sites de nos clients. Quand ces contrats arrivent à terme, ces pièces-là sont récupérées, elles sont à nouveau testées, valorisées sur l'un de nos sites en région parisienne, et on va pouvoir soit à nouveau vendre ces pièces ou alors les utiliser pour de nouveaux contrats de maintenance. Donc l'objectif, c'est de garantir de faire vivre le plus longtemps possible les serveurs et les pièces détachées. Encore une fois, aujourd'hui, on maintient des équipements qui ont plus de 30 ans d'âge et on fait ça depuis 40 ans. Plus de 30 ans? Ça ressemble à quoi, un serveur qui a plus de 30 ans? Alors, en général, c'est moche, c'est gris et ça vieillit au niveau du plastique, ça devient plutôt orange. Et maintenant, voilà, c'est des équipements DEC, on a des serveurs VAX 4200 pour les plus anciens. C'est des équipements qui sont sortis au début des années 90. Donc on a vraiment du vieux. Nostalgie pour certains d'entre vous, j'imagine. Mais parfois, ça permet de faire fonctionner encore des cimenteries, ce genre de choses. Donc c'est indispensable à l'économie. Madame la greffière, est-ce que vous pouvez nous remettre les questions des jurés, s'il vous plaît, car je pense que nous avons un petit peu de temps pour en prendre quelques-unes à nouveau. Oui, merci. Moi j'en aurais une pour vous, Monsieur Fourgousse. Elle est simple, laconique et cinglante dans sa formulation. Et après 12 mois? Merci pour cette question, maître. Ce n'est pas de vous. Hein, mais... Encore une fois, après 12 mois, on propose des contrats de maintenance, justement. Et encore une fois, on peut prendre des contrats de 3 mois, 6 mois, X années, évidemment, plus longtemps. Mieux c'est pour nous et pour la planète. Donc, il n'y a pas de difficulté passer les 12 mois. Robuste. Une dernière question, maître. Peut-être, quid des problèmes de compatibilité entre le vieux et le neuf? C'est ce que je vois là.
Encore une fois, on ne va pas substituer aux personnes qui vont designer les architectures informatiques chez nos clients. L'intérêt, c'est que nous, on garantit que si le client ne souhaite pas faire évoluer son matériel ou son infrastructure, une partie de son infrastructure, eh ben nous, on est là pour l'accompagner et s'assurer qu'il y a une pérennité dans ces infrastructures. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'antagonisme. Ah, et je vois une question que je trouve quand même très intéressante. Est-ce qu'il y a des formations professionnelles ou des écoles qui forment au métier de réparatrice ou mainteneurice? Merci pour le féminin de ces métiers-là. C'est une bonne question. Je ne sais pas si ça existe. Aujourd'hui, nous, on a lancé un nouveau site à Massy. On a ouvert ce site en début d'année avec cette vocation de pouvoir former nos collaborateurs. Et l'intérêt pour nous, c'est de les former. Donc, garantir à nos clients qu'on est en capacité d'intervenir même sur des équipements. Aujourd'hui, les techniciens qui gèrent des machines qui ont 30 ans d'âge, potentiellement, ils sont déjà à la retraite. Donc, il faut s'assurer de transmettre le savoir. On a ouvert cette Technical Academy avec vraiment le leitmotiv de l'indépendance par la connaissance. Donc, l'idée, c'est vraiment de transmettre le savoir de nos experts vers nos techniciens et de les labelliser. Aujourd'hui, nous avons des clients qui se tournent vers nous et nous disent « Est-ce que vous êtes certifié chez le constructeur ?» Nous, notre réponse est nous certifions techniquement nos propres intervenants avec nos propres certifications. J'ai vu une question, donc je n'ai lu que la fin, mais elle m'a touchée, donc j'ai envie de la poser comme dernière question à notre témoin. J'ai vu la fin qui disait « On veut garder Geneviève sans que ce soit disruptif », avec un point d'exclamation. Je n'ai pas vu le début de la question. Si le juré qui l'a posée veut bien le dire. Oui. Moi, c'était juste si j'avais le droit, par exemple, aux prochaines images qui sont en support, est-ce que je peux vous demander sans avoir à discuter, du coup, moi, ma solution de stockage, je veux bien que... Aujourd'hui, notre force, c'est de proposer des solutions de maintenance sur tout type d'équipement informatique, des infrastructures IT. Donc, pour garantir qu'on peut maintenir vos équipements? Non, il n'y a pas de... La seule chose qu'on va vous demander, en fait, c'est est-ce que vos équipements sont... C'est comme une assurance. Vous n'allez pas prendre une assurance pour votre maison si elle a déjà brûlé. Donc l'objectif, c'est donc qu'on prenne en maintenance des équipements qui sont sains. Mais encore une fois, s'il y a des problèmes, on peut évidemment vous accompagner pour les corriger, et réparer les problèmes matériels et évidemment vous proposer des contrats de maintenance adaptés. Très bien, je vous remercie, Monsieur Fourgousse. Mesdames et messieurs les jurés, je dois dire que le temps passe. Vous nous aviez, maître... Vous pouvez retourner vous asseoir, sauf si vous voulez rester avec nous, Monsieur Fourgousse, avec plaisir. Vous voulez rester maintenant, on y prend vous. Restez dans la salle, nous avons sans doute encore besoin de vous. Bien, maître, vous nous avez adressé une longue liste de témoins. Tout à fait. Que nous n'aurons malheureusement pas le temps de voir, mais nous vous proposons un extrait des témoins que vous auriez pu voir à la barre si nous avions eu 1 heure de plus. J'appelle à la barre les biais cognitifs. Bonjour, je suis le biais cognitif du statu quo. Je peux vous démontrer très simplement que l'ensemble de vos cerveaux a une aversion au changement, une aversion au risque, et que donc l'état d'esprit du toujours plus n'est peut-être pas le seul dans cette affaire à nous empêcher de changer nos habitudes. Merci bien. Vous auriez également pu voir les minerais. Ah oui, pardon, c'était un témoin qui nécessitait une traduction. Oui. Je suis seconde langue minerai. Oui, voilà. Là, le minerai dit, eh bien, moi, je suis à sec, je n'en peux plus, et il me faut 350 millions d'années pour me régénérer. Donc, qui sera là dans 350 millions d'années? Merci bien. Vous auriez également pu entendre l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr, je peux vous aider sur ce problème. Je suis l'intelligence artificielle. Pour votre grand-mère, vous pouvez lui offrir un bouquet de fleurs pour son anniversaire. Elle sera certainement très contente. J'utilise beaucoup d'énergie, mais je suis vraiment très utile pour faire des calculs complexes, mais peut-être pas pour des calculs simples. Oui, image en cours de process. Voici un chaton dans une bouteille. Peut-être que je suis utile pour calculer comment aller sur Mars, mais suis-je vraiment utile pour savoir si votre tarte... Merci bien, nous avons saisi votre témoignage. Oui, d'ailleurs, moi, ça m'intéresse, parce que j'ai des petits problèmes de compta. Oui, si on peut, vous avez un bien créneau? sûr, je peux m'en occuper,
Oui, non, Donnez-moi vos informations. Objection, enfin, mais c'est exactement tout le problème. Voilà, à un moment donné, l'IA est bien trop qualifiée pour gérer la maigre comptabilité de mon confrère qui n'a que 2 clients. Ça n'est Soit pas dit en notre passant, sujet. n'est-ce pas? Pourrions-nous donc, s'il vous plaît, revenir au sujet qui Oui, nous voilà, préoccupe. c'est ce que j'allais vous suggérer. Merci. Vous pouvez disposer, madame, monsieur, je ne sais pas trop, voilà. Entité. Entité. Ça, une entité. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons, après ce court extrait de témoin que vous auriez pu entendre, nous avons un dernier témoin que nous souhaitons faire venir à la barre. Maître, il s'agit de votre témoin, il s'agit de monsieur Quentin Patou, qui est DSI à l'Université catholique de Lille. Vous avez mis en place dans votre université un mix technologique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste dans votre structure ? Oui, bien sûr. La considération qu'on a prise, c'est de se dire qu'on va partir de nos usages et qu'on va déterminer des types d'usages différents. Et je vais en citer 3, ces 3 grandes familles, même si on peut sous-décliner. Imaginons effectivement l'infrastructure principale dite de production, qui va répondre aux enjeux métiers les plus forts et qui vont être en constante sollicitation, en constante évolution, et qui vont répondre aussi à la croissance de la structure qu'on se souhaite, sur lequel on va vouloir effectivement du matériel extrêmement performant, de dernière génération, sur lequel effectivement il n'y a pas forcément de débat. Par contre, à côté de ça, je vais avoir d'autres types d'environnements, par exemple des environnements qui ont un périmètre fini, où je sais mon besoin et je sais qu'il n'a pas de raison d'évoluer dans le temps. On aura peut-être des exemples précis après. D'autres exemples encore, ça va être des infrastructures qui ne sont pas en production mais dont on a besoin, des infrastructures de test, de recettes, de développement par exemple. Il est évident que quand vous allez faire un serveur de test, vous allez avoir quelques testeurs dessus. Le même serveur en production, il a vos milliers d'utilisateurs. Vous n'avez du coup pas du tout besoin des mêmes niveaux de puissance et ce serait quand même étrange d'avoir la même approche technique et matérielle pour répondre à des besoins qui n'ont aucune comparaison en termes de performance ou d'exigence. Oui, et justement, monsieur Patou, si je me permets, vous parlez de contextes différents. Pour l'instant, cela reste un petit peu nébuleux, je pense, pour nos jurés. Vous-même avez mentionné des exemples précis. Eh bien, s'il vous plaît, donnez-en. Oui, alors très dernièrement, en date, j'ai justement acheté un serveur reconditionné pour un besoin qui était, encore une fois, de la production, mais sur un paramètre fini. J'ai un nouveau site sur lequel j'ai un équipement de vidéosurveillance. Mon site a une taille finie, il n'a pas vocation à recevoir d'extension par rapport à sa zone géographique. Mon besoin de vidéosurveillance, il est clair. Ce n'est pas des exigences en termes de calcul extrêmement fortes, ce n'est pas des exigences en termes de mémoire vive extrêmement fortes, c'est quelques exigences en termes de stockage, mais qui sont clairement faciles à calculer, nombre de caméras, durée de rétention, résolution. Donc avec une marge de manœuvre raisonnable, je suis passé d'une proposition du partenaire pour installer un serveur neuf, dernière génération, avec des processeurs d'entrée de gamme, donc une offre qui coûtait quand même plus de 10 000 € sur ce bundle, à un serveur reconditionné d'une génération juste précédente, qui technologiquement est équivalente, en tout cas dans l'usage qu'on en aura, dans les OS qui vont pouvoir être employés, et qui m'a coûté un tiers du prix. J'en profite, pardon, parce qu'il y a quand même une question bien orientée que je me permets de vous poser tout de suite, on ne va pas l'ignorer. Maître, est-ce que les TPM vous-même vous payent pour venir témoigner, monsieur? Essayez vous-même de rester factuel, oui. Maître. Alors, c'est une question très intéressante. Ouais. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être leur suggérer, parce qu'apparemment, je ne me souviens pas avoir entendu parler de mon cachet. Il faudra leur soumettre l'idée. Vous êtes donc intermittent. Vous le cachez bien. Voilà. Eh bien, merci d'avoir clarifié cela. Donc, est-ce que vous voulez maître. Les soupçons de corruption sont donc levés. Monsieur Patou, j'avais une question pour vous. Vous expliquiez à l'instant ce cas de figure de la vidéosurveillance. C'est certes, néanmoins, dans ce pays qui est la France, fleuron de la technologie, je ne comprends pas comment, au moins dans certains cas, il ne peut pas être essentiel d'être à la pointe technologiquement. Je veux dire, vous travaillez pour l'université de Lille, vous formez les futures générations. On ne forme pas du jeune avec du vieux. Ben si. Alors, il faudrait bien faire la différence entre c'est quoi jeune, c'est quoi vieux. On parle de génération de serveurs. Une génération de serveurs, ça évolue tous les 2-3 ans à peu près. Technologiquement, dans vos serveurs aujourd'hui que vous achetez, vous avez l'essence du serveur qui est sur des technologies qui sont anciennes, qui n'ont pas évolué. La mémoire vive, ça fait quand même 10 ans qu'on a de la DDR4. La génération qui sort de serveurs, la nouvelle, on a parlé, elle arrive avec de la DDR4. DDR5, elle n'est toujours pas prévue. Pour vos données, pour les disques durs que vous mettez, que ce soit du solide ou du flash, le canal de communication, toujours le même, c'est du SAS. Ça fait 15 ans que le SAS existe. Alors certes, on a le NVMe qui est arrivé, il y a quelques écarts technologiques, et c'est pour ça que par moment, on a besoin du neuf. Quand on a besoin d'aller chercher cette différence technologique, mais on n'en a pas besoin pour tout. Pour vidéo-surveiller mon site, je n'ai pas besoin d'avoir une puissance de calcul énorme de la dernière génération, ni d'avoir des débits de disques durs extrêmement puissants. Donc,
le reconditionné se prête tout à fait. Mais j'ai aussi, et on a parlé de mix technologique, j'ai aussi du neuf. Par moment, j'ai besoin, effectivement, de ces éléments. Mais encore une fois, il ne faut pas faire du toujours plus tout le temps. Oui. Je rebondis quand même sur ce mot de neuf que vous venez d'employer. Vous-même, vous reconnaissez que vous en avez besoin. Je veux dire, vous n'allez pas utiliser une vieille machine pour assurer votre production critique. Hein. Qu'est-ce qui se passe si vous rencontrez une panne, par exemple? Alors, c'est pour ça que ça a été évoqué ici. L'objectif d'un serveur, c'est de pouvoir gérer effectivement les pannes. Alors, le serveur est quand même un outil, et vous en avez un des exemples sous les yeux, qui a quand même été conçu de base pour gérer lui-même ces pannes. C'est-à-dire que les composants les plus fragiles, les alimentations, les ventilateurs, les disques, sont prévus pour fonctionner déjà de manière redondante. Quand vous avez un serveur neuf ou pas, qu'il a une panne sur ces éléments les plus risqués, qui sont quand même relativement faibles, mais vous perdez une alimentation, votre serveur fonctionne toujours, vu qu'il en a deux. Vous avez donc le temps de venir changer cette pièce. Dans mes systèmes de tiers, je vais avoir la logique de me dire, mon matériel qui est hors production, sur lequel je n'ai pas de criticité, je vais même limite, moi, avoir mes pièces. J'ai gardé des pièces, comme ça, si mon alimentation est en panne, je la change. C'est pas très compliqué à faire. Sur les matériels qui sont comme de la production, mais sur lesquels, effectivement, j'ai considéré que je n'ai pas besoin de performance de la génération, je vais utiliser quand même un TPM, je vais utiliser un partenaire qui est capable de me garantir que le jour où j'ai une pièce qui tombe en panne, il est là, dans un délai qu'on a négocié, pour pouvoir me changer ma pièce. Donc je suis garanti que ma production n'est pas en risque. Et encore une fois, pour mes matériels neufs, je peux aussi avoir la même approche, parce que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a cette maîtrise multitechnologique. Et moi, malheureusement, je n'ai pas acheté tous mes serveurs le même jour à la même date. J'en ai acheté dans le temps. Et finalement, maintenir mes contrats initiaux, le constructeur arrive et dit je vais maintenir le serveur, c'est le mien, je sais bien le faire. Oui, mais du coup, j'ai un contrat qui va courir pendant 3 ans, un autre pendant 5 ans, et qui ne sont pas au même moment, et qui complexifient la vie de mon parc. Alors que le TPM peut dire, moi je vais initier tes contrats, je vais réadosser au constructeur le neuf si tu veux, je gère le reste, donc j'ai un contrat unique, un SLA unique, et je peux même l'adapter en fonction de mes besoins. C'était d'ailleurs l'objet d'une question, il me semble, des jurés. Est-ce que, Maître, vous souhaitez poser d'autres questions? Il y a beaucoup. Moi, j'ai vu une question tout à l'heure, donc je peux, si vous me permettez, Maître. Ouais. Une partie quelqu'un dans le jury nous a demandé quel était le pourcentage de ce qui était reconditionné dans votre parc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, en nombre de machines, je suis à 40% reconditionné. Après, en termes d'usage, et avec la virtualisation, les parcs neufs représentent plus d'éléments virtualisés. Mais physiquement, j'ai un parc de l'ordre de 60% de neufs et 40% de reconditionnés. Et alors, comment vous choisissez ce que vous mettez chez un constructeur et chez un tiers mainteneur? En fait, je ne le choisis pas, je vais juste faire en sorte que mes SLA soient simples à maîtriser. Donc, je vais effectivement réadosser l'ensemble de mes besoins en maintenance au même endroit. Une autre question qui nous a été partagée, M. Patou, c'est la différence de prix entre la maintenance par un constructeur et par un TPM. Avez-vous des éléments là-dessus? Alors, c'est là où le jeu est intéressant. Le constructeur, il a quand même une stratégie d'essayer effectivement de vous proposer un matériel et de vous garder captif, donc avoir un tarif de maintenance initial très agressif, relativement bien positionné. Mais par contre, il va avoir tendance, au bout d'un certain temps, avec des échéances qui sont très régulières, il y a le 3 ans et le fameux 5 ans, quand vous réassurez une 6e année chez votre constructeur, parfois il va dire bah non, on a vu tout à l'heure, end of life, moi je fais plus rien. Donc tu jettes, tu remplaces, ou tu te débrouilles, tu prends le risque. Ou alors il va dire ah si, je peux encore te faire, là c'est vrai, j'ai pas encore fait ma nouvelle génération, je peux te le maintenir encore, mais là le prix effectivement va exploser. Et pour être aussi dissuasif, on va dire t'as vu quand même, pour le prix de la maintenance, tu remettrais du neuf, tu t'en sortirais. Alors c'est là où le TPM devient de plus en plus fort, plus le temps passe, puisque le TPM a un prix qui est relativement stable. Donc maintenir un serveur qui a 2 ans, maintenir un serveur qui a 8 ans, moi chez mon TPM c'est le même prix. Vous parlez de même prix, il y a une question en haut à droite qui nous a été partagée par un des jurés, c'est bravo le reconditionné c'est bien beau, mais est-ce que ce coût ou ces gains ne sont pas rattrapés par les impacts au coût des licences de software? Non, la licence que je mets à l'intérieur d'un neuf ou d'un reconditionné est la même. Donc je n'ai pas d'écart de prix. Je mets le même OS, Linux, Microsoft, ça ne change rien là-dessus. Il pourrait y avoir un impact, on en a parlé, sur l'énergie. Le matériel ancien, on l'a vu, effectivement, normalement est légèrement plus énergivore. C'est vrai, mais maintenant, il faut voir à quel pourcentage. Aujourd'hui, si vous avez un serveur qui utilise beaucoup de stockage en dur, de disques durs, etc., c'est ça, sa consommation d'énergie principale va venir de là. Et au final, si vous n'êtes pas sur des processeurs extrêmement haut de gamme, vous n'allez pas avoir de gros écarts de consommation entre un serveur génération 9 et un serveur génération 12. Ça se joue de l'ordre de pourcents extrêmement faible. Et vous avez des axes d'optimisation dans vos data centers et dans vos salles pour faire en sorte que votre serveur consomme moins d'énergie. On a seulement la logique des couloirs chauds, des couloirs froids, etc., qui vont les faire dissiper beaucoup moins de chaleur et donc être beaucoup moins énergivores.
Je vois une question qui a été reposée, donc je vous la livre. Est-ce qu'on peut virtualiser sur des machines plus anciennes ? Oui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de rupture technologique depuis 10 ans sur les serveurs. Il y a quelques avancées encore. La virtualisation, on en fait, alors je dirais, la grande virtualisation a démarré effectivement avec VMware, je dirais 2008 par là, pour vraiment les versions 3, les versions stables. Depuis 2008, on virtualise. Les outils de virtualisation ont évolué, mais sont compatibles sur le matériel depuis cette époque. Et donc le dernier VMware s'installe encore sur un serveur qui a 3-4 générations de moins. La seule chose qui peut être perturbante, justement, et c'est là où le reconditionné a du sens, si vous avez un parc de serveurs qui font tourner votre virtualisation, vos machines virtuelles, en fait, exploitent le processeur qu'on leur donne. Ok, donc si vous rachetez un serveur neuf et que vous le posez à côté, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez vouloir bouger quelque chose de virtuel d'une machine physique à une autre, ça m'embête, parce que ton nouveau processeur, il ne discute pas tout à fait comme l'autre. Le jeu d'instruction a évolué. Donc je vais avoir une rupture. Donc il est intéressant, imaginons, vous avez un parc qui fonctionne plutôt bien, mais vous avez eu de la croissance, vous avez 4 serveurs de virtualisation, vous en rajoutez un 5e. Si vous achetez un 5e serveur neuf, vous n'aurez pas le CPU des autres. Pourtant, vous regardez vos stats, vous êtes à 30% de consommation de CPU de votre ferme. Ah mais oui, il vous manquez de la mémoire, il vous manquait... comment on fait? Rachetez le même serveur mais reconditionné, il ne vous coûte rien, vous étendez votre ferme, et au final, vous avez une homogénéité pour vos machines virtuelles. C'est quand même beaucoup plus pratique de se dire, du coup, je remplace tout, alors que finalement, dans mes stats sur ma virtu, j'étais à 30% d'utilisation de mes CPU. Très bien, nous avons vu de nombreuses questions passer. Je vais m'adresser aux jurés parce que le temps de la délibération approche. Mais néanmoins, comme il nous reste quelques minutes, je vous propose, si vous avez des questions brûlantes, que ce soit pour Monsieur Patou ou pour les autres experts que vous avez vus défiler ou à notre bar, de les poser à voix haute, comme ça, à main levée. On se détend, on est dans un procès, mais en fait, on peut s'autoriser quelques familiarités. Si vous avez envie de répondre ou de rajouter des choses, la parole est à vous. Beaucoup d'informations déjà partagées. Bonjour, ça va? Êtes-vous américain? Ça, c'est les questions qu'on a eues au début sur l'état d'esprit du toujours plus. Eh oui, d'accord, je me disais, c'est marrant. Am I American? Possibly. Est-ce que donc vous avez des questions qui vous restent? Parce que je pense qu'on n'a pas tout traité, on n'a pas pris toutes vos questions. Oui. Que dit Lenovo sur la tierce maintenance? Je voulais dire, on n'a pas tout posé comme question. Je suis bien consciente que nous n'avons pas tout traité. Est-ce que donc vous avez des questions brûlantes qui vous restent et qui n'ont pas été posées par le biais de nos avocats? Oui. Question, vous avez évoqué la virtualisation. Est-ce qu'il y a des intérêts sur les aspects environnementaux qui sont liés à la virtualisation? Est-ce que tout le monde a entendu? Vous avez évoqué la virtualisation. Est-ce qu'il y a des intérêts environnementaux liés à la virtualisation? Est-ce que vous les avez en tête? Alors oui, mais alors ça ne date pas d'hier, mais effectivement, si on prend l'informatique début des années 2000, on avait tendance à mettre un serveur physique pour un usage. Alors quelquefois, on avait tendance quand même sur cet OS, Linux, Windows qui était posé, d'essayer de cumuler un certain nombre de rôles, mais néanmoins, on démultipliait les machines physiques. Donc on trouvait facilement des clients début 2000 qui avaient 100, 200 machines en data center parce que fallait tourner 200 serveurs. La virtualisation, quand elle est arrivée, elle a pu dire ces mêmes 200 machines, si je les virtualise, je peux les mettre sur 4, 5 serveurs hyper puissants plutôt que de garder mes 200 machines du coup très peu puissantes, mais qui étaient là pour segmenter les rôles parce qu'en termes de maintenance logicielle, si vous mélangez trop de choses sur le même serveur, ça complexifie en fait l'usage et le dépannage en cas de, typiquement, le serveur ralenti, la fonction que j'utilise elle est ralentie. D'où est-ce que ça vient? Si vous avez trop cumulé, effectivement, c'est compliqué. Si vous avez segmenté, c'est beaucoup plus facile de diagnostiquer votre problème. Une autre question brûlante, si les jurés dans la salle ont envie de se prononcer, de demander des précisions, que ce soit encore une fois à M. Patou ou aux autres personnes qui sont passées. Dans votre cas concret, vous n'avez mentionné que des serveurs ou également d'autres équipements du data center? Tout le monde a entendu la question? Alors, dans mon cas précis, j'utilise aussi le reconditionné sur le matériel réseau. Ça s'y prête plutôt bien, mais encore, c'est vrai quand même, il y a des aspects à prendre en compte. Vous ne pouvez pas aller sur n'importe quel type de constructeur. Ça se prête bien effectivement aux constructeurs qui sont vraiment extrêmement leaders, parce qu'il y a du coup des gros parcs matériels et qui ont quand même des durées de vie importantes.
En dehors de ça, par exemple, j'ai vu la question aussi sur les baies de stockage. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'en fait, la baie de stockage, ce que vous achetez avant tout, ce n'est pas tellement du hardware, c'est l'intelligence logicielle qui est à l'intérieur, et elle est la propriété de son constructeur, et c'est lui qui doit vous la maintenir. Et là, vous avez un enjeu sécurité, disponibilité, les mises à jour, les évolutions, vous en avez besoin. Donc, c'est compliqué, effectivement, de s'en passer. Il y a des cas de figure où on peut vous en servir quand même. Je pense, imaginez une baie d'archivage qui n'est pas méga sollicitée. Un tiers mainteneur va vous garantir de la garder fonctionnelle dans l'état dans lequel elle est. C'est-à-dire qu'elle n'évoluera pas, mais comme votre besoin d'archive, a priori, la définition c'est qu'il n'évoluera pas, ça peut être intéressant. Surtout que ça peut être relativement coûteux, voire même surtout, en dehors de l'aspect coût, vous pouvez vous retrouver à un moment donné, vous avez votre super backend d'archive, qui a 10 ans, elle marche très bien, elle va pas avoir besoin de plus, sauf que le processeur dit, moi je ne sais plus faire, mais même si je voulais mettre la maintenir, mais je ne sais plus faire. Le TPM va dire, bah t'inquiète, moi j'en ai 12 dans le garage, si ça pète, je m'en occupe. Ça vous donne une solution des fois là où il n'y en a pas, à part acheter du neuf. Voilà. Nous terminerons donc sur cette réponse. Merci Monsieur Patou, merci à tous les experts qui sont passés à la barre. Mesdames et messieurs, je vois que des jurés commencent à sortir car ils sentent que ça va être à eux de donner leur avis. Fermez les portes s'il vous plaît, que personne ne sorte. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons maintenant entendre les plaidoiries des deux parties afin aussi de résumer ce qui s'est passé dans le procès pour accueillir celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant. Maître, c'est à vous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, nous arrivons au terme d'un procès épique. Je ne sais pas vous, mais moi je suis passée par des montagnes russes émotionnelles plusieurs fois. Et Geneviève aussi, même si nous l'avons mise sur mute au bout d'un moment pour que les échanges soient plus clairs. Je tiens d'ailleurs à dire à ma cliente Geneviève qu'elle a toute mon admiration parce qu'elle a osé devenir le porte-drapeau d'une cause indispensable. Et je l'espère aussi qu'elle est devenue l'inspiration pour toute une communauté numérique. À un moment donné, nous pouvons aussi donner voix à ces machines que nous faisons travailler. Vous l'aurez compris, il est question de bien plus que du sort d'un seul serveur. Il en va là d'un choix fondamental que nous avons à faire et d'un signe fort que vous avez à envoyer. Deviendrez-vous les pionniers d'un numérique responsable et raisonné? Le choix est chez vous. À la surconsommation prônée par l'état d'esprit du toujours plus ici présent, opposez donc, je vous en conjure, la sobriété numérique. Cette sobriété des matériels et des équipements dont nous avons longtemps débattu ici, mais aussi celle des données que nous générons, que nous traitons, celle des logiciels que nous implémentons et même celle des usages que nous en faisons. Sobriété à tous les étages qui peut être joyeuse et légère, que s'invite désormais dans vos processus de décision une analyse de vos besoins réels en infrastructure qui vous permettent de prendre des décisions plus durables, plus écologiques et plus économiques. Enfin, et pour paraphraser Jean-Jacques Goldman, vous avez le pouvoir aujourd'hui d'offrir à Geneviève et d'autres serveurs de sa génération, des générations précédentes, la possibilité de vivre sans vie. Que ceux qui ont la référence viennent me voir à la fin du procès. Ensemble, développons donc l'état d'esprit du moins, mais mieux. Ensemble, prenons le temps de rêver un monde meilleur. Je vous remercie. Merci, maître. Maître, c'est à vous. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, mon client, l'état d'esprit du toujours plus, EETP, a souvent été injustement critiqué et incompris. Nous l'avons vu durant ce procès, la responsabilité est bien plus partagée qu'on ne le pense. Que celui ou celle qui n'a jamais sorti le porte-monnaie par souci de plus de confort ou de simplicité me jette la première pierre ou le premier métal rare. Non, s'il est une chose que l'état d'esprit du toujours plus mérite aujourd'hui, c'est notre reconnaissance. L'envie débordante et inassouvie d'acquérir toujours plus de produits est ce qui pousse l'innovation, le progrès social, la croissance économique. On la veut, cette nouvelle montre connectée. On le veut, ce nouvel iPhone. Magnifique objet que vous avez eu devant vous. Et pour qu'il tourne bien, on a besoin de serveurs dernier cri.
Sans cette pulsion qu'est l'état d'esprit du toujours plus, nous n'aurions jamais connu les transformations technologiques qui ont simplifié notre quotidien, qui ont amené plus de confort, plus de sécurité, plus de plaisir. Et puis, regardez-le. L'état d'esprit du toujours plus, c'est bien plus qu'une affaire de gadgets et de biens matériels. Il reflète l'inspiration humaine profonde à construire un avenir meilleur. Aujourd'hui, l'accusé est à mes côtés. Mais ce n'est qu'un avatar. À cet instant même, et depuis le début de ce procès, il est en chacun et chacune d'entre vous. Alors, qui sont les jurés et qui sont les jugés? Merci, maître. C'est dans la poche. Très chers membres du jury, merci pour votre patience, votre présence et votre soutien. Merci pour votre implication lors de ce procès. La Cour remercie les avocats pour leur plaidoirie. Maître, vous nous avez rappelé l'urgence, vous nous avez rappelé les conséquences, vous nous avez rappelé les témoignages que nous ont partagés les experts qui sont venus à la barre, ainsi que les témoignages des conférenciers et conférencières que nous avons entendus ce matin. Merci pour cela. Maître, merci à vous. Vous avez permis à la Cour de se rappeler la complexité du problème et que, effectivement, votre client n'est pas le seul responsable. C'est un problème systémique, c'est un problème qui concerne chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Et en cela, je vous remercie également. Malheureusement, votre client ne peut pas être déchargé de ce dont il a été accusé aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vais demander à chacun d'entre vous, les jurys, les membres du jury, pardon, eh bien de commencer un processus de justice restaurative. Évidemment, vous êtes tous formés à cela, nous sommes un tribunal du futur, vous avez bien compris qu'au-delà de chercher qui est coupable, l'idée est de chercher comment nous allons l'accompagner pour qu'il ne continue pas ses méfaits. Donc, pour cela, eh bien, je vais vous proposer de prendre un petit temps individuel pour vous rappeler, donc vous pouvez voilà, vous asseoir tranquillement sur votre chaise, respirer une fois tous ensemble, allons-y, et vous rappeler dans un premier temps ce qui a été dit au cours de ce procès. Je vais vous demander également de vous demander ce qui vous a le plus marqué. Je vais également vous demander, l'état d'esprit du toujours plus est avec nous ici sous cet avatar, mais chez vous, comment se manifeste-t-il cet état d'esprit du toujours plus? Quelle forme revêt-il? Et comment agit-il dans votre environnement? Et enfin, je vais vous proposer de répondre à ces deux questions. Que pouvons-nous faire collectivement pour que l'état d'esprit du toujours plus répare les dommages causés par ces actes vis-à-vis de Madame Geneviève et vis-à-vis de ses pairs? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Et je vous demanderai également de vous poser la question, que proposez-vous pour que l'état d'esprit du toujours plus devienne l'esprit du moins mais mieux? C'est la délibération que nous vous demandons d'opérer maintenant dans notre processus de justice restaurative, dont vous êtes évidemment les experts. Et pour cela, je vais vous proposer de faire des petits groupes de 3 ou 4 et de trouver des solutions à nous proposer pour répondre à ces deux questions. Et pendant ce temps, les experts qui sont passés à la barre vont déambuler de manière gracieuse dans les allées. Et si vous avez besoin de questions complémentaires, n'hésitez pas à les héler en levant la main, et comme ça, ils pourront venir vous aider. Vous avez donc 5 minutes pour délibérer. C'est parti. S'il vous plaît, je vais vous demander de partager vos conclusions, et pour cela, nous allons vous proposer un dernier questionnaire. Greffier, s'il vous plaît, greffière. Pour celles et ceux qui n'ont pas assisté à ce procès depuis le début, nous vous proposons un premier temps pour dire ce qui vous a marqué pendant ce procès, tous les éléments avec lesquels vous repartez, les informations que vous avez récoltées. La parole est à vous.
Je vois encore des gens taper sur leur téléphone, mais peut-être répondent-ils à des SMS, nous ne le savons pas. Le mix technologique, repartir du besoin et adapter la gestion du parc, allonger la durée de vie, qualité des interventions et du gilet, et oui, de l'état d'esprit. Dis donc, votre style en impose. Vous les voulez aussi, hein? Toujours plus. Ça suffit. Elle les vend aux enchères après le spectacle. La bonne humeur de l'équipe, la qualité d'acting et ensuite des expertises. Cédric et Justin sont les meilleurs. On le sait que c'est vos familles. Est-ce que c'est Cédric ou Justin qui a écrit ce post? Nous ne le savons pas. On ne sait pas. Le fait que les solutions existent toutes déjà, TPM plus OM, c'est le bon mix en fonction de son besoin réel, imposé aux constructeurs par une loi de fournir des pièces détachées neuves pour les matériels d'ancienne génération au-delà de 10 ans. Tout n'est pas perdu, des solutions existent. Evernex a l'air d'une entreprise formidable, vraiment. Bien. Et bravo Quentin, bien entendu. Est-ce que nous pouvons passer à la question suivante, parce que c'est quand même celle qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames, messieurs les jurés, vos meilleures idées comme proposition de justice restaurative pour l'état d'esprit du toujours plus, en d'autres termes. Que proposez-vous pour que l'état d'esprit du toujours plus devienne l'état d'esprit du moins mais mieux? C'est à vous. Valoriser l'impact carbone, firmware open source pour une maintenance allongée, minimum de reconditionner par la loi, partir en vacances. Quelle bonne idée! Repartir du vrai besoin, reconditionner, faire durer et surtout travailler sur les mentalités, forcer les constructeurs à avoir des durées de vie et de compatibilité plus longues, mise en place de quotas à reconditionner neuf dans le parc informatique, reconditionner neuf dans le parc informatique, demander à ses prestataires de services une proposition alternative avec du matériel reconditionné, faire pression sur le législateur pour qu'il interdise l'obsolescence programmée, imposer de manière plus stricte l'obligation de remplacer des composants reconditionnés des data centers, bonus par les acteurs du service, et stop le législateur, l'allongement de la durée de vie. Ok, merci beaucoup. Je vous propose une dernière question. Qu'est-ce que ça me donne envie de faire à partir de demain? Parce que bon, on est quand même à Tech for Climate. L'idée, c'est quand même de repartir avec des solutions. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites demain ou tout à l'heure en sortant de cet atelier? C'est un peu ça qui nous intéresse finalement, que cette convention, elle vous donne l'envie, l'élan, la possibilité, les informations d'agir et de mettre en place des choses au quotidien chez vous. Reconditionner, appeler Evernex, vérifier l'état de mon parc et voir ce que je peux garder, revendre, acheter du seconde main, transmettre. Définir un mix de mon parc, vendre du reconditionné et des contrats associés, consulter les meilleurs TPM. Vous pouvez continuer d'alimenter. Nous, c'est maintenant l'heure de conclure. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je voudrais remercier Élise qui nous a donné carte blanche et qui a co-construit avec nous ce format d'1h30 quand même qu'on a écrit avec les partenaires et ils ont été au rendez-vous, les témoins, pour nous aider à écrire tout ça. Vraiment, merci à eux, merci à elles. Gaëlle, Muriel, Antoine et moi, nous sommes de Next Level Formation. On a été ravis de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Oh,